Après le 24 février, rien ne sera plus jamais comme avant. La vie a basculé. Alors qu'en Ukraine, des gens meurent tous les jours sous les bombes de Vladimir Poutine, en Russie, on réprime toute forme de contestation. Il y a en Russie une gigantesque machine de propagande. Chez nous, la liberté d'expression n'existe pas. Tous ont peur d'être arrêtés à tout moment, s'ils osent parler franchement. Cette voix, celle de la résistance contre la guerre, en Russie comme en exil, Trax s'en fait le relais. Arrêtez de regarder la télévision. Les gens qui vivent en Russie doivent voir cette guerre à travers les yeux des Ukrainiens. Même s'il semble y avoir peu d'espoir, il reste des artistes et des personnalités médiatiques qui s'élèvent contre la propagande du Kremlin. Ces artistes dénoncent les crimes de Vladimir Poutine et soutiennent les réfugiés ukrainiens. Ils expriment la peur, la honte et la rébellion. Même si cette guerre a été initiée par Poutine, nous en sommes tous personnellement responsables. Nous devons montrer au monde que nous ne sommes pas lui, que nous adhérons aux valeurs fondamentales et que nous ne voulons pas la guerre. Morgenstern, un des rappeurs les plus célèbres de Russie, a posé ses valises à Dubaï. Plus connu pour la frime et la déconne, le rappeur se prononce contre la guerre dans le clip de sa chanson 12. Le morceau s'achève sur un message vocal bien réel de la mère de son producteur ukrainien, Palagin. Mon cher fils, ce matin, notre toit a pratiquement été emporté. Nous avons d'abord voulu fuir, mais nous sommes finalement rentrés à la maison. Nous vivons à la cave, que nous avons transformée en bunker. Ne t'inquiète pas, mon chéri. La star des rappeurs russes, Oxymiron, ici en 2016 lors d'une performance à Kiev, a annulé l'intégralité de sa tournée en Russie. À la place, il a organisé une série de concerts intitulés Russians Against War dans toute l'Europe, afin de réunir des dons pour les réfugiés ukrainiens. Avec la censure, les Russes ont de plus en plus de mal à dire ce qu'ils pensent vraiment de la guerre. Lever des fonds, c'est un soutien financier, mais c'est aussi l'occasion de s'exprimer. Le rappeur est depuis longtemps dans le collimateur du régime russe. Il y a quelques semaines, il a quitté le pays en guise de protestation. Même chose pour le duo de musique alternative Ice Peak. Ils sont sans doute les plus célèbres opposants au Kremlin de la pop russe. Depuis des années, les concerts du groupe sont annulés et interdits par la police. Sans aucune justification et de manière très fréquente, les deux artistes sont arrêtés au dernier moment pour que leur concert n'ait pas lieu. Nick, leur producteur, a émigré il y a déjà quelques mois. Lors de notre entretien avec Ice Peak, la chanteuse Nastia venait tout juste de quitter la Russie. Il fallait que je parte avant la sortie de notre clip. Si j'étais restée, je n'aurais pas été en sécurité étant donné le passif qui existe entre nous et le gouvernement. Quand on a tourné notre dernier clip, on savait qu'il était illégal. On avait prévu de quitter la Russie au moment de sa sortie. Parce que plusieurs éléments de cette vidéo peuvent nous valoir des poursuites. C'est dans le clip de la chanson Dead But Pretty qu'Ice Peak envoie du lourd. Le groupe évoque un art dépourvu d'âme à la solde du Kremlin et donne un concert exclusif pour ses plus grands fans, les policiers. Mais qu'y a-t-il d'illégal ?
J'embrasse quand même un flic sur la place rouge. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'illégal pour atterrir en prison en ce moment. C'est l'horreur pour tous ceux qui veulent s'exprimer en Russie. C'est une des raisons pour lesquelles on est parti. On voulait continuer à parler librement. On ne voulait pas réfléchir à chaque mot qu'on prononce. C'est vraiment grave et ça fait peur. Je constate que mes amis et mes proches qui vivent en Russie pèsent désormais chacun de leurs mots. Ils sont prudents avec ce qu'ils écrivent et se demandent comment formuler les choses pour ne pas finir en prison. Le clip de March, tourné en 2020, est un puissant plaidoyer contre la guerre. Aujourd'hui, en pleine invasion russe, il s'avère prophétique. Mais désormais, la résignation gagne aussi les enfants terribles de la pop russe. J'ai participé à des manifestations contre ce pouvoir. J'ai essayé de faire changer les choses dans notre pays en ayant recours à l'art et en publiant des déclarations. Mais ça n'a pas marché. Bien sûr, je me sens coupable, je me sens responsable, comme beaucoup de Russes. Mais je ne veux pas non plus que ce sentiment de culpabilité nous dévore, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que de la propagande. Tous les médias indépendants sont désormais interdits. Si les Russes savaient, s'ils voyaient ce qui se passe, plus personne ne soutiendrait cette folie. C'est contre l'ignorance et la désinformation systématique que se bat Meduza. Le plus grand média russe d'opposition encore actif est considéré comme un agent étranger. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, Meduza s'est établi en Lettonie pour échapper à la suspension et aux poursuites. L'application fonctionne toujours en Russie grâce à des ajustements techniques. Elle est facilement accessible à tous ceux qui veulent connaître la vérité. Les gens qui vivent en Russie doivent voir cette guerre à travers les yeux des Ukrainiens. Je pense que c'est l'une des choses importantes que nous devons réussir à faire. Le fait que les Russes soient seuls face à leur téléviseur, seuls face à la propagande, c'est un très gros problème. Ce qui est terrible, c'est qu'une grande partie des gens en Russie ne comprennent pas ce qui se passe en réalité en Ukraine. Ils ne sont pas conscients des ravages et des souffrances infligées par l'armée russe au peuple ukrainien. Ils ne voient pas les villes qui sont bombardées. Ils ne voient pas Mariupol en ruine. Ils ne voient pas les enfants et les femmes victimes des actions militaires. Путин ввел в Украину войска, и они сейчас бомбят русскоязычные города, Киев, Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Пойдем. Да, Киев никто не бомбит, я этому не верю. Не знаю, по новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. La société russe se trouve dans un état de déni absolu. Beaucoup de gens préfèrent croire ce qu'ils voient à la télévision, même si, au plus profond d'eux-mêmes, ils doutent naturellement que ce soit vrai. J'ai discuté avec quelques personnes plus âgées. Elles peuvent être farouchement opposées à Poutine et même le haïr de toutes leurs forces, mais elles ne feront rien parce qu'elles ont grandi en Union soviétique, dans un système où leur voix ne comptait pas. Les gens se sont habitués à être impuissants et ils n'y peuvent rien. Ils sont conditionnés comme ça.
Je m'appelle Nikita, j'ai 22 ans, j'habite Moscou. Je termine des études de journalisme à distance en Chine et je suis actif sur TikTok et Instagram. Voici comment Nikita Sass se présente sur TikTok. Un sugar baby picoleur qui drague les millionnaires étrangers. Petite bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. Welcome to financial class from Russian sugar baby. Just like Adam Smith's invisible hand controls the market, your invisible hand should control your husband's essence. Mais avec la guerre, le ton a changé. After what happened today, there's no way I can stay silent and I want to speak up. In my circle, I don't have a single person that would be proud of our country invading Ukraine. Everyone is mad. Many of us, we went to protest in our cities, in Moscow, St. Petersburg, and many other cities. Les sanctions sont drastiques. Selon l'ONG russe OVD Info, il y aurait déjà eu plus de 15 000 arrestations. La zone la moins sûre, c'est le centre-ville, surtout les jours de manifestation. Ils vous arrêtent pour contrôler votre téléphone. Ils lisent vos messages pour savoir si vous soutenez Poutine ou pas. Bien sûr, s'ils tombent sur mon téléphone, je suis fichu. On a tous peur, c'est clair. J'ai peur tous les jours. C'est exactement ce que veut le gouvernement, c'est l'effet qu'il recherche. Et je ne veux pas lui donner satisfaction. On a peur au fond de nous, mais on n'a pas peur de faire ce qui est juste. Nikita rêve de partir étudier à Paris, mais les sanctions l'en empêchent. Elle, en revanche, a réussi à échapper à la terreur russe. La journaliste Victoria Antochina écrivait pour la plateforme d'information indépendante Open Media, qui a dû fermer. Elle s'est enfuie début mars. En Russie, je risquais d'être poursuivie pour trahison. Un crime passible de 15 à 20 ans de prison. Parce que j'ai soutenu l'Ukraine, les hôpitaux ukrainiens et l'armée ukrainienne. C'est pour ça que je suis partie. Bien sûr, on ne peut pas comparer mon cas avec ce que vivent les Ukrainiens qui doivent quitter leur foyer sous les bombes, sous le sifflement des balles. Ça n'est pas comparable, bien entendu. Mais c'est quand même terrible d'être obligé de quitter son pays. Le pays où on a grandi, où on a fait ses études, en abandonnant la vie qu'on avait, en renonçant à sa carrière, de partir vers l'inconnu avec juste une petite valise. Le groupe punk légendaire Pussy Riot est l'un des piliers de la contestation anti-Poutine. La batteuse Diana Burkot vit actuellement en Estonie. Après notre action à la cathédrale du Christ Sauveur, 3 filles du groupe ont été arrêtées et 2 d'entre elles, Masha Alikhina et Nadia Tolokonikova, ont été emprisonnées. Je m'étais cachée un peu plus loin et je n'ai pas été arrêtée. Cette année-là, en 2012, le patriarche Kirill a ouvertement déclaré qu'il fallait voter pour Poutine. Et 10 ans plus tard, on a pu le voir à la télévision en train de bénir l'armée russe en partance pour l'Ukraine. Il faut bien comprendre que la Russie est un pays profondément religieux et que l'Église orthodoxe est elle aussi un vecteur de propagande. J'aimerais beaucoup que les gens fassent preuve de sens critique et réfléchissent, qu'ils essaient de comprendre un peu ce qui est en train de se passer.
Armés de leur seul courage, les membres de Pussy Riot sont en conflit permanent avec l'État russe depuis 10 ans. Pour moi, il est évident que le régime tyrannique et criminel dirigé par Poutine et ses proches ne peut pas se maintenir au pouvoir encore très longtemps. Voici Face, un autre provocateur de la première heure. Ses clips totalisent des millions de vues et ses fans déclament chacune de ses paroles avec lui. Je m'appelle Face et je suis le roi des rappeurs. Le Kremlin, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Face n'a jamais caché son amour pour la liberté. Ses concerts sont donc souvent interdits, notamment à cause de ce qu'il nous a dit d'Anthrax il y a à peu près 2 ans à Berlin. C'est une sorte de fureur, de colère noire qui surgit lorsqu'on a la certitude qu'il n'y a plus rien à perdre. Chez nous, la liberté d'expression n'existe pas. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais ils ont peur, et c'est dur. Et les pouvoirs publics le leur font payer, en les emprisonnant. Ces textes sont explosifs, comme ici dans son clip Humorist, un hymne à la jeunesse rebelle. Été 2019, 60 000 personnes descendent dans les rues de Moscou pour exiger des élections libres. Parmi elles, Face, alors âgée de 22 ans, déjà une star dans son pays. Avec sa posture je m'en foutiste, Face est le porte-voix de sa génération face à un État toujours plus totalitaire. Il a choisi d'exprimer le sentiment d'impuissance et la frustration, sans pour autant se positionner politiquement. L'offensive en Ukraine a tout changé. Aujourd'hui, Face a lui aussi quitté son pays. Un aller simple, comme il dit. Sur Instagram, le rappeur s'est mis à nu. Je demande pardon à l'ensemble du peuple ukrainien pour la souffrance que lui inflige notre pays. Je demande pardon au nom de notre pays, en mon nom, en notre nom à tous, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Nous sommes en Ukraine, c'est l'été 2020, avant que le monde ne bascule. Un groupe de jeunes train-surfers est à la recherche du grand frisson. À leur côté, Olf, photographe de l'extrême originaire de Berlin. Il accompagne depuis longtemps des activistes, des sportifs et tout type d'explorateurs urbains, notamment en Ukraine. Il y a une très chouette communauté là-bas, très solidaire. Tout le monde se connaît et sait où sont les autres. Ils se donnent des rendez-vous. Parfois tu montes sur un toit et tu te retrouves avec une vingtaine de types en pleine soirée barbecue. Ce sont des gens simples qui cherchent l'esprit de communauté et qui ne se retrouvent pas dans le système. Pendant plus de 2 ans, Olf a suivi ces jeunes Ukrainiens, parfois pendant plusieurs mois. Des liens d'amitié se sont créés. La dernière fois que je suis allé là-bas, c'était en décembre. J'ai fait des portraits de quelques gars. J'étais heureux, je me suis dit que mon projet était bouclé. J'avais toutes mes photos et je comptais me consacrer à mon livre. Et puis bien sûr, tout a changé. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je pensais constamment à l'Ukraine et à mes potes là-bas. Alors un soir, je suis parti, j'ai passé 29 heures dans le train jusqu'à Lviv. C'était l'horreur, mais je n'avais pas le choix. Arrivé sur place, Olf retrouve ses amis devenus soldats. Il y passe 2 semaines. Les photos qu'il prend sont saisissantes.
À Lviv, tous les magasins de surplus militaires étaient blindés de gens venus s'équiper. Pratiquement tous les articles étaient épuisés. Les gars ont passé 2 ou 3 jours entiers à faire leurs achats à Lviv. Je crois qu'ils ont dépensé toutes leurs économies pour s'équiper. Puis, ils se sont rendus à Kiev. Voici Igor. Il a eu 21 ans au début de la guerre. Avant ça, il donnait des cours de survie en extérieur à des élèves de primaire, de collège et de lycée. Il avait fondé une petite entreprise avec son père. Il confectionnait et vendait des hamacs. Et maintenant, son père fabrique des gilets pare-balles. Il m'a dit qu'il avait vu son père pleurer pour la première fois après le début de la guerre. Il m'a aussi raconté qu'il voulait mourir dans le quartier dans lequel il était né et avait grandi. Là aussi, c'est avec Igor. Dans le coin, il y a une université où tous les étudiants patrouillent désormais. Ils ont construit des barrages. Ils n'étudient plus. Ils sont responsables de la sécurité. À Kiev, on a très peur des saboteurs. N'importe qui peut en être un. J'ai donc eu beaucoup de mal à prendre des photos sur place. J'étais toujours avec quelqu'un qui pouvait expliquer aux plus âgés que j'étais photographe et pas un agent russe venu jouer les espions. Ils ont toujours cherché le danger volontairement, sans souci du lendemain et en marge de la loi. Aujourd'hui, le danger fait partie de leur quotidien et ce n'est plus un jeu. Par chance, leur prédilection pour les lieux cachés peut maintenant sauver des vies. Il y a plein de bunkers qui datent de l'époque soviétique, surtout à Kiev. Et il y a toute une communauté de jeunes qui n'évoluent que dans la clandestinité. Et ça tombe bien. Lui, c'est Sacha. Il a eu 19 ans le jour où on est venu le voir. Il a toujours passé beaucoup de temps dans les bunkers. Avant, bien sûr, il était interdit de s'y rendre, donc il a fallu forcer les portes. Aujourd'hui, il vit avec sa famille dans un bunker qu'il connaissait bien et qu'il avait déjà un peu aménagé au cours des années précédentes. Il a amené avec lui 4 autres familles. Au total, à peu près 25 personnes vivent dans ce bunker à Kiev grâce à Sacha. Ce n'était vraiment pas des moments agréables. Voir ses potes coincés dans leur pays, tout perdre, leur liberté, leurs perspectives. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils sont séparés de leur famille. C'est une situation difficile. J'espère que l'Ukraine redeviendra comme elle était avant et que tout rentrera dans l'ordre. Qu'ils pourront recommencer à grimper et à prendre des trains partout. Mais je ne crois pas que ce sera le cas. On ne sait jamais. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu les revoir. Et ces photos leur rendent hommage. Depuis plusieurs années, Berlin est une ville d'adoption et un refuge apprécié des artistes russes. Car pour beaucoup, vivre en Russie avant la guerre était déjà trop dangereux. C'est le cas de Boris, leader du groupe Sado Opera. Il s'est installé à Berlin en 2014. En tant que personne queer, il se sentait très menacé en Russie. J'ai subi des interpellations violentes de la part des policiers. Ils m'ont frappé juste à cause de mon maquillage.
Ils ne connaissaient même pas mes opinions politiques. Ils étaient agressifs parce que j'étais différent. La Russie est un pays dangereux, pas seulement pour les queers, mais pour quiconque affiche sa différence, que ce soit dans son physique ou dans ses opinions. Avant même de sortir manifester, ces gens sont déjà en danger. C'est le régime qui veut ça. Une de nos plus vieilles chansons s'intitule Russian Anal Game. On y décrit la situation de façon un peu ironique. C'est une réponse aux nombreux Occidentaux qui se demandent pourquoi ça se passe comme ça en Russie. Cette chanson, c'est notre réponse. Ça fait plus de 10 ans que j'essaie de raconter tout ça au public occidental. Je le faisais déjà avant qu'on s'installe ici, lors de nos passages à Berlin et ailleurs en Europe. J'ai toujours voulu montrer à quel point Poutine et son régime étaient dangereux. Et ils le sont toujours. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour Boris, c'est la souffrance du peuple ukrainien. Il s'engage pour les réfugiés et manifeste contre la guerre avec son groupe. Towards the freedom of our brothers, sisters and others in between, the free country of Ukraine. Dima et Oksana ont eux aussi quitté la Russie et vivent à Berlin depuis 2 ans et demi. Avec leur groupe Laska et Magnetic Poetry, ils produisent de l'indie pop et de la wave. Mais depuis le début de la guerre, impossible de faire de la musique. Nous n'avons aucune inspiration musicale. Nous avons la tête ailleurs. Oui, c'est dur de chanter, même des chansons tristes, alors que des gens sont en train de se faire tuer. C'est tout simplement horrible. On a le sentiment que l'art ne sert à rien en temps de guerre. Et que tous les morceaux que nous pouvons chanter ou composer ne pourront rien changer à la situation. Nous sommes actuellement dans une situation très pénible, dans un état de blocage total. Pour eux, en tant que Russes installés en Allemagne, l'ambiance est tendue. Ils doivent se justifier au nom d'un président qu'eux-mêmes rejettent. J'entends beaucoup de monde dire que les Russes sont les premiers coupables, qu'ils n'ont qu'à renverser leurs dirigeants et en élire un autre. Mais je réponds souvent que c'est un jugement de privilégiés. Ceux qui disent ça sont des gens qui ont toujours vécu dans une démocratie qui fonctionne. Pour eux, ce qui se passe actuellement dépasse l'entendement et ne leur est pas familier, comme s'il s'agissait d'une autre planète. Il faut qu'ils comprennent que depuis 22 ans en Russie, toutes les libertés d'expression, de choix ont été successivement étouffées. Et il n'est pas possible de sortir de cette situation. Ils sont déchirés en apprenant qu'en Russie, certains de leurs proches croient aux mots de Vladimir Poutine. Au pays, la propagande est redoutable et elle a fait d'eux des traîtres. Ils ne veulent pas comprendre. Ils sont pourtant censés avoir un cerveau. Mais ils soutiennent toute cette absurdité. Ils croient aveuglément à tout ce qu'on leur raconte à la télé. Et ils sont persuadés que c'est nous qui avons subi un lavage de cerveau de la part des Occidentaux. Alors ils s'investissent auprès des réfugiés. Plus de 10 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens sont en fuite. 3,5 millions ont déjà quitté le pays. Dima et Oksana travaillent au centre d'accueil de Berlin, où les interprètes sont plus que bienvenus. Nos 2 peuples sont très proches et nous avons toujours été liés les uns aux autres. Alors je n'imagine pas qu'on puisse faire autrement que d'aider les Ukrainiens dans cette situation indescriptible.
Et puisque nous pouvons faire un petit quelque chose, ne serait-ce qu'aider avec la langue, en traduisant, il faut le faire. J'ai les genoux qui tremblent. Je pourrais me mettre à pleurer moi aussi. Je suis très émue. C'est beaucoup d'émotions. Impuissants, mais pas inactifs, les résistants russes luttent à leur façon pour la paix, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Il est temps d'enlever les lunettes de la propagande et de regarder la vérité en face. Ce qu'il faut, ce sont des informations claires. Il faut discuter avec nos proches. Ce serait une contribution très importante au mouvement anti-guerre. Il est temps de lutter pour nos droits, pour notre liberté, pour la liberté des Russes et pour la paix en Ukraine. Gospodo i gospođe Dugoviće, danas novo nismo ništa dobro. Hvala, doviđenja.